Comment bien investir dans le neuf ou dans l'ancien? Conseils pratiques, avis d'experts, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler investissement et donner des pistes de bons conseils pour investir. Franck Vigneault, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur du laboratoire de l'immobilier, spécialiste en fait de nombreuses études sur notamment le neuf, mais aussi un petit peu d'ancien remis à neuf. On verra ça ensemble. On commence à s'y intéresser. Absolument. Stéphane Descartiers, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Alors, directeur à la tête de SD Conseil et Formation. C'est bien ça. Spécialiste de l'investissement dans l'immobilier depuis quelques temps, on peut dire quelques années, Oui, 35 ans d'immobilier 35 ans. déjà, Bon. ouais, c'est ça. Alors, tous les deux, en introduction, peut-être dans des marchés complexes, des incertitudes, des taxes, une pénurie de location, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'investir malin dans le neuf ou l'ancien? Franck. Alors non seulement c'est possible, mais c'est même souhaitable, Olivier. Compte tenu de la diversité des produits, des marchés, des dispositifs, il y a toujours une solution en immobilier. Il faut bien avoir en tête que le support immobilier est l'un des rares pour lesquels vous pouvez vous constituer un capital, un patrimoine, à partir de rien, en bénéficiant de l'effet de levier du crédit. Donc ça, allez voir votre banquier aujourd'hui, demandez-lui 200 000 € pour acheter du bitcoin ou des actions, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Voilà, l'immobilier a cette faculté-là. Et c'est un support également qui répond à de nombreux objectifs. Vous préparez votre retraite, vous constituez un capital, payez moins d'impôts, générez des revenus complémentaires, etc. Donc oui, c'est un produit, un support qu'il faut privilégier, j'allais dire, quel que soit le moment. Stéphane. Alors, on a une meilleure dynamique déjà sur les taux, puisqu'on préfère être dans une dynamique de baisse de taux plutôt que de hausse de taux, encore comme l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt un bon message. Donc les gens refont des projets, réfléchissent à un investissement, notamment dans le locatif. Alors, le climat est quand même assez anxiogène parce que, notamment, il y a des évolutions sur la fiscalité. Il y a de fortes évolutions en ce moment sur le meublé, notamment touristique. Est-ce que le meublé en général ne va pas aussi subir des rabots ou effectivement en alignement sur le nu notamment, ce qui semblerait être la volonté. Donc le climat est quand même un petit peu par rapport à ça anxiogène, mais le bon côté notamment, et ce qui est en perspective qui est quand même intéressant, c'est que on va vers un assèchement historique du parc locatif, on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, tout ce qui est rare et cher, donc les loyers vont exploser. Donc, on va avoir une progression des loyers qui va être, alors à part dans les zones qui plafonnent, les loyers. Donc, si on arrive à aller sur les zones qui ne plafonnent pas encore les loyers, on a des perspectives d'évolution des loyers à la hausse incontestables. Puisque la rareté va faire que, il y aura de moins en moins de biens à louer. Donc, tout ce qui est rare et cher, donc les loyers vont exploser. Ça, c'est une certitude. Eh bien, on va voir justement ensuite dans le détail avec vos indicateurs. Franck, on va démarrer tout d'abord sur le neuf. Déjà, revenir aux fondamentaux, les avantages du neuf quand on veut investir dans le neuf. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, aujourd'hui, quand vous investissez dans le neuf, vous avez un logement qui dispose d'un DPE de classe A ou B. C'est-à-dire que votre logement figurera parmi les 5% de logements les plus performants du marché. Donc là, en plus, vous êtes tranquille pour de nombreuses années. Si on regarde les perspectives du calendrier de la loi climat et résilience, vous n'aurez pas d'obligation d'effectuer les travaux complémentaires avant de très nombreuses années. Oui, on est aux meilleures normes environnementales. Voilà, vous avez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore sur les logements passifs, etc. Mais à minima, vous êtes A ou B, donc voilà, 5% de ce qui se fait de mieux. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les frais de notaire qui sont réduits de l'ordre de 2 à 3%, alors qu'on est sur du 7-8% en moyenne dans l'ancien. Vous avez toutes les garanties classiques, j'allais dire, du promoteur, la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, 2 ans, la dommage ouvrage, la décennale qui vous garantit contre une éventuelle malfaçon sur la partie gros œuvre. Vous avez la garantie de la banque également, la GFA, la garantie financière d'achèvement. Si jamais le promoteur a des soucis financiers, eh bien la banque s'engage à reprendre l'opération et à la mener à son terme. Donc vous êtes protégé de ce côté-là aussi. Donc quelque part, c'est un produit qui est extrêmement sécurisé. Après, sur les produits en lui-même, vous avez
des plans tout simplement qui sont adaptés au mode de vie d'aujourd'hui. Les logements anciens, on avait des usages qui étaient différents, des attentes différentes. Aujourd'hui, vous pouvez même modifier votre logement sur plan. Hein. Si vous réservez suffisamment à l'avance, vous pouvez peut-être déplacer une cloison ou la supprimer. Alors sans toucher à la structure, évidemment. Vous pouvez changer votre cuisine, etc., etc. Donc voilà, il y a une certaine souplesse. Vous avez des stationnements. On voit de plus en plus aujourd'hui des stationnements équipés avec des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques ou autres. Il y a des services partagés, tout ce qui est conciergerie, vous avez des jardins partagés. Voilà. Donc il y a vraiment plein de nouveautés, des nouveaux usages qui s'adaptent et qui permettent une grande flexibilité dans la mesure où on part d'une feuille blanche et on a quand même une certaine latitude pour, on va dire, customiser en quelque sorte son logement selon ses souhaits. Ce sont des efforts qui sont réalisés, effectivement. Et pour un investisseur donc, qui souhaite investir en Pinel, c'est jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2024. Alors c'est la dernière ligne droite, hein, pour qu'on soit en Pinel ou en Pinel+. Bon, c'est un choix. Le gouvernement il y en a. Alors il y en a. Oui, il y en a de plus en plus. Oui, on en voit. Bon, l'avantage évidemment, c'est que la réduction d'impôt est plus importante. Hein. On est sur du 18% sur 9 ans. Dernière ligne droite. Pourquoi ? Parce que, allez, jusqu'à fin juillet, vous avez encore le temps de réserver. Au mois d'août, les banques sont fermées. Il ne va pas se passer grand-chose. Résultat septembre, il vous reste 4 mois pour obtenir votre prêt. Il faut être certain que l'opération est actable. Si vous n'actez pas avant le 31 décembre, vous perdez votre avantage fiscal. Donc le mieux, c'est vraiment de vous dépêcher si vous voulez partir sur ce type d'investissement jusqu'à fin juillet. Voilà, c'est vraiment la date ultime. Vous conseillez, même si c'est vraiment la dernière année, pour ceux qui souhaitent faire aussi un acte citoyen, investir dans le neuf. Il n'y a plus rien après, Olivier, il n'y a plus rien. Dans le neuf, c'est le Pinel, on verra pour après. Pinel ou Pinel+, voilà. Attention au prix au rendement, voilà, c'est la seule peut-être mise en garde avec effectivement en Pinel+, vous êtes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur de la RE 2020 jalon 2025, il vous faut impérativement un DPE de classe A. Donc mécaniquement, ça a un impact sur le coût de construction et donc sur le prix. Et le risque, c'est d'avoir un rendement locatif peu dynamique. Donc attention, évitez, j'allais dire, les gros centres urbains, parce que là, de toute façon, vous allez être très cher, des rendements en dessous de 3. Voilà, éloignez-vous un petit peu, prenez peut-être un peu plus de risques, mais vous aurez un bien meilleur marché, plus facile à financer et avec un meilleur rendement locatif. Deuxième étude que vous avez remis au goût du jour, c'est le de Normandie. On n'entendait plus du tout parler, puis maintenant c'est investir dans un bien ancien qui nécessite au moins 25% de travaux. C'est ça. On peut avoir une réduction d'impôt. On ne peut pas le faire partout. Il y a certaines villes qui sont éligibles, notamment les villes Action Cœur de Ville. Alors, cette étude, Franck. Alors, cette étude, en fait, on voit de plus en plus nous passer des produits de Normandie, mais qui sont vraiment typés de Normandie. C'est-à-dire qu'au début, on a vu essentiellement des produits calibrés, on va dire Malraux, monuments historiques, déficit foncier, avec des prix à 5 000, 6 000, 7 000 euros le mètre. Bon, clairement, là, on n'est pas sur du produit de Normandie. On est sur des produits où vous avez 80-90% de travaux et à peine 10% de foncier. Ça ne fait pas de sens pour du Normandie. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des opérations où on est entre 2600 et 3800 euros le mètre. En moyenne, on est à 3200 euros le mètre carré. Voilà. Sachant qu'en parallèle, sur le neuf, aujourd'hui, en moyenne, on est à 5400 au niveau national. Voilà. Donc, ça permet d'abaisser les enveloppes. On a une enveloppe moyenne de l'ordre de 145 000 euros. Donc, on retrouve des facilités de financement. On retrouve du rendement. À minimum 4, on a du 4,50, 5, 5,5. Rendement minimum, voilà. 4. Okay. La grosse différence, c'est qu'on est sur des secteurs très différents. Donc là, on va très clairement sortir des sentiers battus. On est sur essentiellement de la zone C. Aujourd'hui, 74% des communes éligibles sont situées en zone C. Donc on va être sur des petits marchés, moins dynamiques. Donc il faut faire attention à sélectionner les bons marchés. L'avantage, c'est qu'on est sur des petites opérations. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des opérations, des réhabilitations de maisons qui sont divisées en 4 appartements, des petits immeubles collectifs qui vont faire 6-7 logements. Et donc, on a des micro-opérations dans des petits marchés. On a un produit qui est vraiment adapté à la taille du marché et ça aussi, c'est rassurant. Et on a un peu plus de temps par rapport au Pinel, puisque le de Normandie s'arrête en 2027. 2027, ça a été prolongé d'un an encore. Voilà. Ouais, tout à fait. Très bien. Stéphane Descartiers. Stéphane, alors, sur l'investissement, notamment dans l'ancien, peut-être avant, rappelez quelques conseils pratiques. Oui, toujours les conseils pratiques et de bon sens, c'est-à-dire d'investir sur des marchés qu'on connaît, ou alors sur lesquels on peut avoir une logistique de mise en place, parce qu'effectivement, parfois sur une ville, d'un quartier à l'autre, les prix vont être complètement différents, aussi bien d'achat que de location. Et puis c'est quand même plus simple de s'en occuper en partie soi-même pour les travaux, etc. Donc investir sur des marchés qu'on connaît. Aujourd'hui, effectivement,
dans l'ancien ou le neuf, si on met de côté le Pinel de Normandie, le meublé est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement la fiscalité est plus avantageuse. Pour l'instant, mais c'est vrai que ça pourra effectivement évoluer, pas forcément dans le bon sens. Mais je dirais que là aussi, on atteint un peu ses limites parce qu'aujourd'hui, le meublé devient la norme quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bailleurs, les nouveaux bailleurs qui arrivent sur le marché, pour l'immense majorité d'entre eux, à part quand ils sont notamment en Pinel de Normandie, où là c'est du nu obligatoirement, vont vers le meublé. Et ça commence à poser des problèmes de saturation. Parce que, effectivement, le meublé, ce qui était l'exception, devient quasiment la norme. Mais là, il faut s'arrêter peut-être aussi 2 secondes pour essayer de réfléchir pourquoi. En fait, c'est pas tellement que les gens veulent absolument faire du meublé, notamment parce que le meublé, ça coûte plus cher. Déjà parce qu'il faut acheter des meubles, on a la CFE en plus, la cotisation foncière des entreprises, il y a plus de turnover, etc. Donc c'est pas tellement que les gens veulent absolument faire du meublé, c'est surtout que plus personne ne veut faire de nu. Hormis si on a des avantages fiscaux. Plus personne ne veut faire de nu, et particulièrement en zone tendue, parce que dans les zones tendues qui plafonnent les loyers, et aujourd'hui on est quasiment bientôt sur toutes les métropoles qui plafonnent les loyers, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, etc., et bientôt toutes les métropoles, on est pris dans un étau, en fait, avec d'un côté le plafonnement des loyers et de l'autre côté la fiscalité. Un ratio tout simple. En zone tendue, à Paris, à Lyon, c'est exactement la même chose. Les prix d'achat aujourd'hui et le plafonnement des loyers va vous amener à peu près à 3% de rendement. C'est ce que vous faites à Paris avec les plafonnements. 3% brut. Donc vous enlevez vos charges, vos frais de gestion, vos taxes foncières, vous tombez à 2% net. Et ça, c'est avant les impôts. Donc les impôts arrivent ensuite, donc tranche marginale d'imposition. À partir de la deuxième tranche d'imposition, 30% plus les prélèvements sociaux à 17,2, ça fait quasiment la moitié. Donc on vous prend déjà la moitié. Mais si vous êtes à partir de la troisième tranche à 41%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, ça vous prend pratiquement 60%. C'est-à-dire de 2%, vous passez à 0,8% de rendement. Donc déjà, 0,8%, est-ce que c'est satisfaisant alors que le livret A est à 3 ? Bon, on peut se poser la question. Mais ce n'est pas fini. Si en plus vous êtes à l'IFI, à partir de la troisième tranche de l'IFI, vous devez la redonner avec l'IFI 1% de la valeur de votre bien. C'est-à-dire que si vous louez en nu, en zone tendue, et que vous êtes à l'IFI, ça vous coûte de l'argent de louer. Ça vous coûte de l'argent de louer. Et alors, si vous êtes dans la 4e ou 5e tranche de l'IFI, ça vous coûte des milliers d'euros d'offrir, c'est le cas de le dire, un bien à la location. Des milliers d'euros. Alors, on peut comprendre que ça vous rapporte un petit peu, mais bon, voilà. Mais quand ça vous coûte de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à Paris, 74% d'offres locatives en moins. C'est-à-dire quand il y avait 4 logements, il n'y en a plus qu'un à louer. Oui, sur Figaro Immobilier, je regardais. Bien à la vente à Paris actuellement, 14 500. Bien en location à Paris, 3 200. Oui. J'ai regardé sur Ce Loger, on est à peu près dans la même proportion. Oui. 20 000 biens à la vente à Paris, location 5 200. Oui. 4 fois moins. Une ville comme Rennes, 1400 biens en vente sur Figaro Immobilier, location à Rennes, 106. Oui. La bonne nouvelle, c'est que ça prouve que les Français ne sont pas masochistes, ni idiots, et qu'ils savent compter. Donc, du coup, ils ne font plus de nu. Ils font autre chose, ils font du meublé, ils font du Airbnb, ils mettent le bien à disposition gratuitement pour leurs enfants. Ils le retirent de la location, en tout cas en nu, et se débrouillent avec des week-ends, des petites semaines pour des amis, etc. Enfin, les gens, quand même, quand ça vous coûte de l'argent de louer, je veux dire, il ne faut quand même pas être complètement idiot. Donc, on en est là. On en est là aujourd'hui. Franck, réaction. C'est aussi pour ça qu'on a instauré des avantages fiscaux. C'est pour réattirer les particuliers. Si vous enlevez ces avantages fiscaux, plus personne ne veut le faire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'avec la fin annoncée du Pinel, on a un effondrement des ventes dans le neuf aux particuliers. Voilà, c'est moins 50%. Et ça va s'arrêter à fin juillet, c'est terminé. Il y aura quasiment plus de ventes. Le Pinel était le dernier flux, effectivement, de nouveaux investisseurs, de néo-investisseurs qui faisaient du nu. Alors, mais le Pinel s'arrêtant, il n'y aura plus de nu du tout. Vous ne pensez pas qu'il y aura un dispositif d'investissement locatif, que ce soit pour le neuf ou pour l'ancien remis à neuf, sur quelque chose qui soit vertueux, qui est un peu le sens de l'histoire. On parle beaucoup de rénovation quand même énergétique.
Et puis, les promoteurs immobiliers, les opérateurs dans le neuf qui ont quand même du mal. Et donc, derrière, c'est de l'emploi aussi, c'est des familles à loger. Vous ne pensez pas qu'il faut mettre en place quelque chose ou que non, vous n'avez pas l'air... C'est Enfin, on dit parfois, on entend parfois qu'il n'y a pas de politique du logement, qu'on a du mal à voir la politique du logement que mène le gouvernement, enfin en tout cas depuis 7 ans. Si, il y a une politique du logement, il y a une politique anti-logement, malheureusement. Il y a une volonté très claire et assumée, dès le départ, de détourner les Français de l'immobilier au profit de la bourse, du PER, etc. Et ça fonctionne. Et on dit parfois aussi, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Quelles ont été les preuves d'amour données à l'immobilier depuis 7 ans ? L'ISF supprimé, sauf pour l'immobilier. La flat tax sur tous les produits du capital, sauf pour l'immobilier. Les plafonds de loyer généralisés à bientôt toutes les métropoles. Les interdictions de louer les passoires thermiques. On est les seuls en Europe à faire des interdictions de louer. Le HCSF qui rajoute des contraintes au moment où les taux sont multipliés par 4. Il y a la stabilité financière, qui ont particulièrement pénalisé les investisseurs et les primo-accédants, ce qui fait que les logements ne se libèrent pas alors qu'il y en a autant qui arrivent sur le marché. La fiscalité délirante du nu. Donc voilà, il y a une politique, effectivement, il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché, mais ça a fonctionné. Les Français se sont détournés de l'immobilier, mais comme on est quand même sur un besoin de base, se loger, aujourd'hui ça coince, ça coince. Politique anti-logement. On a même tapé sur les APL, ce qui est quand même un comble, parce que du coup on a même tapé sur le locataire. Oui, tout à fait. Oui, enfin, j'allais dire que l'objectif est atteint. Si on voulait tuer le logement, c'est fait, en tout cas quasiment. L'inconvénient, c'est quand on s'attaque au logement, à l'immobilier, on s'attaque au logement, et derrière il y a des drames. Alors, outre les drames aujourd'hui économiques, sociaux, avec tous les plans sociaux que l'on connaît, baisse d'activité, perte de recettes fiscales, après ce sont des gens qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas déménager, qui ne peuvent pas être employables, des jeunes qui ne peuvent pas trouver de logement pour leur stage, pour leurs études, etc. Donc c'est une vraie derrière déchirure sociale. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est déjà donner de la visibilité. Arrêtons de supprimer, modifier ce qui existe tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il faut avoir en tête que dans le cycle de production d'un logement, entre le moment où un promoteur va chercher un terrain et le moment où l'appartement, la maison va être livrée, l'appartement plutôt, il va s'écouler entre 3 et 4 ans. Comment voulez-vous, quand vous avez des dispositifs qui changent tous les 2 ans, qu'il y ait de la visibilité pour les opérateurs, pour les investisseurs ? Il faut de la stabilité. Ça, c'est le premier point essentiel. 3 et 4 ans dans les meilleurs des cas. Dans le meilleur des cas, avec les recours, des opérations etc. Qui sont beaucoup jettent l'éponge, d'ailleurs. Rien qu'à ce niveau-là, il faudrait de la stabilité. Dispositif, est-ce qu'il y en aura un ? Alors, on l'espère tous. C'était notamment une des préconisations du rapport sénatorial de septembre dernier, où on disait qu'il faut étendre le LLI, le logement locatif intermédiaire, qui jusque-là est réservé aux investisseurs institutionnels, aux particuliers. Entre nous, le LLI, c'est du Pinel, c'est pareil, c'est exactement. Mais bon, Pinel est un gros mot, donc ne disons pas Pinel, disons LLI. Mais voilà, c'est très simple. Une des solutions, c'est ça, c'est d'élargir. Pourquoi opposer particuliers et investisseurs ? Les investisseurs, de toute façon, ils n'ont pas envie d'en faire. C'est moins rentable, c'est plus compliqué. Ils se sont désengagés massivement du logement il y a des années, ils n'ont pas envie d'y revenir. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Une idée, c'est éventuellement de titriser le logement pour vendre ça sous forme de SCPI défiscalisé aux particuliers. Mais ils n'iront pas, c'est pas assez rentable. Déjà, ça ne marche pas. Et en termes de volume, on sera loin des 40 000, 50 000 logements Pinel qu'on faisait lors des années pleines. Dernière annonce de la CDC Habitat en avril, c'est tout récent. CDC Habitat à dire on achètera 30 à 35% de logements en moins cette année qu'on l'a fait l'année dernière. Donc même CDC Habitat INLI ne répondront pas aux objectifs du gouvernement. Aligner la fiscalité, nu, meublé, faut-il revoir tout ça, Stéphane ? Le drame, c'est qu'on prend le chemin d'un alignement sur le nu. C'est-à-dire notamment sur la location touristique, on tombe à 30% effectivement d'abattement comme le microfoncier. Donc on aligne vers le haut. Donc si on veut tuer aussi le meublé, ça sera effectivement là. Je ne sais pas vers où on va. On attend avec effroi le sentiment de mal logement, peut-être le sentiment de dormir au camping ou dans sa voiture. Il n'y a parfois pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et effectivement, on a quand même, il y a 300 000 SDF en France, il y en a 100 000 qui travaillent
100 000 personnes en France qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Donc, mais je pense qu'effectivement, là... On n'est pas à la hauteur des enjeux, en tout cas. Non, ils bien sûr, n'ont pas pris la mesure. Je crois que là on est vraiment au bord du gouffre. Excusez, passez-moi l'expression, mais je pense que déjà, ce sont ceux qui en souffrent le plus, sont les gens modestes. Aujourd'hui, essayer de louer un bien à Paris, ou en première couronne, avec un dossier moyen... Bon, je vous le dis tout de suite, vous n'avez aucune chance. Quand on voit qu'un 15 mètres carrés à Paris, un gestionnaire me disait l'autre jour qu'en 24 heures, il a eu 800 demandes pour un 15 mètres carrés à Paris. Donc si vous n'avez pas un dossier en béton avec 15 cautions, vous n'êtes même pas regardé par les professionnels ou les particuliers. Donc là, je pense qu'on va vers un phénomène où les classes moyennes ne pourront pas se loger du tout. Non pas parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais parce qu'il n'y a plus d'offres. Donc là, il faudra réagir. Mais de toute façon, le mal est fait. Parce que là, les 2-3 ans de production, notamment de neuf, à la moitié et bientôt à zéro pour l'investisseur. Vous le disiez, Franck, il faut des années pour lancer un programme. Donc là, on va vers 3-4 ans d'extrême tension sur le marché locatif. Et là, si on peut donner aussi un conseil, d'investir aujourd'hui, d'investir sur des produits sur lesquels il n'y a pas de demande, où il y a très peu de candidats à l'achat, notamment des biens avec défaut, des rez-de-chaussée, des 6e sans ascenseur. Aujourd'hui, les prix sont fracassés et demain, ça se louera pareil. Ça fera la queue dans la rue pour louer ces biens parce qu'on va vers un tel assèchement de toute façon du parc qu'aujourd'hui, acheter à la casse avec défaut, je pense que c'est vraiment l'opportunité parce que là, on pourra avoir, même en zone tendue, des rentabilités tout à fait correctes. Et puis aussi, éviter les zones qui plafonnent les loyers parce que ça, ce sera bien sûr la tentation de plafonner à peu près partout. Donc éviter les grandes métropoles régionales, aller en périphérie de ces métropoles régionales, en périphérie notamment de la région parisienne, pour aller vers des villes qui n'ont pas vocation à plafonner des loyers, parce que les loyers vont exploser, ça c'est une certitude. Donc là, pour les investisseurs, leur rendement va quand même considérablement augmenter. Bon. C'est intéressant effectivement d'avoir en conclusion à tous les deux justement ces conseils pratiques, ceux qui sont optimistes, qui croient en l'immobilier, qui ont envie d'investir dans la pierre. Franck. Alors les études se suivent et se ressemblent malheureusement. On estime qu'il faudrait chaque année produire entre 400 et 500 000 logements. Voilà. Ça fait des années qu'on le dit. On est très 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 loin de ce niveau-là. Ça veut dire que durablement, et c'est ce que rappelait Stéphane, on s'oriente vers un marché locatif extrêmement tendu. Donc si vous avez la chance d'être bailleur, c'est la garantie quasiment assurée de trouver un locataire. Donc ça, c'est quand même rassurant quand vous avez des perspectives d'investissement locatif, d'être certain de trouver un locataire. Autant on a connu des dispositifs compliqués, je pense au Robien, où on avait là des communes qui étaient saturées sans demande et des produits sans locataire. Là, aujourd'hui, on a malheureusement cette crise qui va bénéficier aux bailleurs. Quels secteurs sont porteurs pour vous en ce moment ? Alors, encore une fois, les zones les plus denses, les plus tendues pour le neuf. Pourquoi le neuf ? Parce que si vous faites de Normandie 1, c'est pas forcément éligible, et 2, vous allez sortir avec des prix qui vont être supérieurs à ceux du neuf, parce que le coût du foncier est très cher, la rénovation à rajouter dessus, et qui est complexe. Dans une limite de 300 000 €, on le rappelle, pour le de Normandie aussi. Ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Donc plutôt des deuxièmes couronnes, éloignez-vous des centres-villes. Clairement, c'est trop cher, c'est inabordable. Et de toute façon, il n'y a plus rien il n'y a plus de biens. Donc vous en trouverez en périphérie. On le voit aussi en termes de production dans le neuf. Il y a moins d'offres et elle est de plus en plus excentrée. Pourquoi ? Parce que ça permet de resolvabiliser la clientèle. Donc ça, les promoteurs, eux aussi, ont déjà pris ce chemin-là. Donc pour le neuf, c'est ça. Éloignez-vous un petit peu des cœurs de métropole. Parce que, encore une fois, vous allez payer très cher pour un rendement très faible. Dans un marché où les prix ont tendance à reculer un petit peu, où les taux d'intérêt, on l'a vu, dans le neuf, non, ont baissé depuis 4 mois consécutifs. Pas dans le neuf, oui, dans l'ancien. Je parle dans l'ancien. Effectivement. Dernier conseil, Stéphane. Il y a effectivement une absolue nécessité, je pense, de desserrer les taux. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, on est pris à la fois dans un étau du plafonnement des loyers et de l'autre côté de la fiscalité. Donc il faut bouger une des deux mâchoires de cet étau, parce que ça conduit effectivement à 74% d'offres en moins sur les métropoles, donc c'est vraiment pas possible. Et notamment le plafonnement des loyers, alors c'est quand même compliqué de revenir en arrière par rapport à des mesures comme ça, surtout des villes de Paris où vous avez à peine 25% de propriétaires occupants, donc c'est une ville de locataires. Donc revenir sur
sur des mesures de cette sorte, ça sera compliqué. Mais, je veux dire, est-ce qu'il faut, à un moment donné, s'il n'y a plus de production du tout, s'il n'y a plus du tout de vocation de bailleurs, ça va être quand même compliqué. Et puis, aussi une chose quand même qui a beaucoup pénalisé les investisseurs, laisser les banques faire leur travail, supprimer le HCSF. D'ailleurs, on se demande vraiment à quoi a pu servir un beau jour le HCSF, mais les investisseurs, notamment avec les suppressions de la notion de reste à vivre, voilà. Les investisseurs, il y a un investisseur sur deux qui était finançable avant le HCSF et qui ne l'est plus aujourd'hui, alors qu'ils arrivaient très bien à rembourser leur crédit. Donc, laisser les banques travailler. Les banques françaises ont toujours été très prudentes. Il n'y a pas de sinistre sur les crédits immobiliers en France, ça n'existe pas. C'est infinitésimal comme chiffre, c'est ridicule. Les problèmes de surendettement, c'est du crédit conso, c'est pas du crédit immobilier. Donc laisser les banques faire leur travail, tout simplement. Et voilà. Et ça ne coûte rien aux finances publiques. Hein. On reste optimiste, Franck. Oui, et puis encore une fois, il faut pousser les deux fers en même temps au feu. L'ancien et le neuf, on a tendance à opposer les deux. Non, il faut construire là où il y a des besoins, là où c'est tendu, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de logements. Et il faut rénover, parce que il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le sens de l'histoire. Mais il faut pousser les deux en même temps, surtout. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci infiniment. Franck Vigneault, merci beaucoup. Merci, Olivier. Stéphane Descartier, merci. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.